Europe 1 13h. Europe 1 13h, la suite à 13h32 sur Europe 1 avec vous, Céline Géraud, et aujourd'hui l'écrivain et journaliste Vincent Roy et le chroniqueur politique Olivier d'Artigol. Et notre auditeur, Franck, qui est avec nous, qui nous écoute dans l'Oise. Bonjour Franck. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous en direct Europe 1 13h. Alors on parle de ce gouvernement imminent, semble-t-il, derrière les dernières annonces faites par Matignon, avec Michel Barnier sous pression. Est-ce qu'il est toujours l'homme de la situation, selon vous ? Alors, franchement, je ne sais pas s'il est l'homme de la situation. Par contre, ce qui est vraiment compliqué pour lui, c'est que je pense que aujourd'hui, beaucoup de gens ont oublié leur devoir. Il y a beaucoup d'élus, et notamment des députés ou des gens qui vont devenir sûrement ministres. On vote toujours contre et jamais pour. Et je me demande à quoi servent ces gens. Vous savez, j'ai été militaire quelques années. On a des chefs qui sont pas forcément, on s'entend pas forcément avec eux. Mais à un moment donné, quand faut faire le boulot, faut faire le boulot. Et je crois que la France, elle est tellement mal aujourd'hui qu'il n'y a plus à réfléchir, qu'on soit de gauche, de droite, du centre ou des extrêmes. Il est peut-être temps, franchement, il est peut-être temps de se mettre sérieusement au travail. Faut pas oublier que ces gens-là sont payés par les Français, que ces gens-là sont payés vraiment une fortune et que derrière, on attend d'eux des résultats. C'est eux qui nous mettent dans cette situation-là aujourd'hui par des politiques qui sont par la politique ou des choses qui sont pas forcément les bonnes. Maintenant, à eux de redresser le pays. Mais c'est pas forcément aux Français de payer. Déjà, je pense que il y a quelque chose qui doit être le plus important, c'est de donner l'exemple. Ces gens-là doivent donner l'exemple aux Français pour qu'on les aime. Oui, mais il y a un problème pour s'entendre. Vous avez compris que la coalition est compliquée. Le Premier ministre veut un gouvernement équilibré, mais personne ne veut y aller. Ah, mais pourquoi ? C'est leur devoir d'y aller. C'est leur devoir. Ils ont été élus pour ça. Maintenant, ils doivent faire le boulot. Vous savez, aujourd'hui, on vote des lois, et parce qu'on est d'un parti et que la loi qui va être votée vient d'un autre, les gens votent contre alors que la loi est bonne. Je me pose la question, pourquoi ces gens-là ont été élus pour travailler, pour faire réussir le pays, remonter le pays? Pourquoi ces gens-là pensent d'abord à leur parti avant le pays? Bonne question Franck, on va la poser à nos chroniqueurs. Merci pour ce témoignage, Franck, qui nous écoute dans l'Oise. On comprend la colère aussi de cet auditeur. Il y en a marre, quoi, finalement. Il y a le désordre. Et est-ce que finalement, en sifflant la fin de la récré, en disant tout à l'heure, Michel Barnier, à 15h, tous les partis sont convoqués et d'ici dimanche, on aura un gouvernement, il ne sert pas justement la vis aussi de son côté en disant, voilà, c'est moi qui suis le patron. 2 mois pour nommer un Premier ministre. Nous en sommes à fin de semaine. Ça fera 15 jours pour composer un gouvernement. Je vais vous prendre un exemple. On recevait la semaine dernière avec Pierre de Villeneuve le député Marc Ferracci, macroniste très féru de questions fiscales et budgétaires, qui disait sa disponibilité, mais dans un accord politique à construire. Il a été contacté, écoutez-moi bien, pour entrer dans le gouvernement. On lui propose l'économie sociale et solidaire, qui n'est pas véritablement son cœur de compétences, sans lui dire son ministre de tutelle, qui sera à Bercy, et sans pouvoir définir le cap politique, quelle politique budgétaire et fiscale. Donc il dit assez honnêtement, je ne peux pas y aller dans ces conditions. On reproche en ce moment beaucoup au Premier ministre, à Michel Barnier, d'avoir beaucoup travaillé le casting, mais sans avoir mis sur la table son projet politique. Quelle grande priorité, à quel rythme, en mobilisant quels moyens, quelle est l'année qu'il voit. Et le juge de paix sera l'élaboration et le vote du budget. Je pense que ce sera le juge de paix. Sauf s'il y a un 49.3. Oui, mais 49.3, derrière, tu peux avoir censure, voter ou pas, mais derrière, c'est pas forcément... D'abord, on ne peut pas y avoir dissolution, ça peut être une nouvelle balle neuve à Matignon, mais ça, on verra. Mais en tout cas, le juge de paix, ça sera le budget. Mais est-ce que ce n'était pas une stratégie, Vincent Roy, finalement, de proposer des équations un peu irrecevables pour montrer que les partis s'opposent, qu'ils ne sont pas d'accord, et à l'arrivée, comme il l'a pu le faire à l'Europe, ça n'a pas été simple pour négocier le Brexit, finalement, de reprendre la main en disant, bon, maintenant, ça suffit, c'est moi le patron, allez... on y va, et c'est comme ça et pas autrement. Et le problème ne se pose pas en ces termes, mais il ne peut pas simplement dire c'est moi le patron et taper sur la table, puisque de toute façon, s'il fait ça en mécontentant un grand nombre de députés, il prendra
une motion et il sera renversé. Donc, vous voyez, sur l'augmentation des impôts, par exemple... Qui a cristallisé les tensions ces dernières heures. Il ne peut pas, puisque si vous augmentez les impôts du français moyen, si j'ose dire, le Rassemblement national va voter une motion. Donc, vous voyez, sa marge de manœuvre est... Mais ce qui est tout à fait étonnant, et là je rejoins ce que disait Olivier, c'est que au milieu de tout ça, on échange des noms, mais on n'a pas de cap. On ne voit pas une politique se décider. Or, il est quand même toujours sur cette équation à 4 inconnus maintenant. Il y a quand même 1, la dette, 2, l'immigration, 3, la sécurité, 4, le pouvoir d'achat. Ouais. Alors Olivier, avant de vous entendre, on va écouter justement la réaction de 2 hommes politiques, Éric Woerth et Sébastien Chenu, à propos de la personnalité de Michel Barnier. Est-il toujours l'homme de la situation ? On commence avec Éric Woerth et ensuite Sébastien Chenu. Je pense qu'il est l'homme de la situation, justement. Créer de l'apaisement. Les Français veulent de l'apaisement, mais enfin, ils veulent aussi qu'on s'entende. Ils veulent une base collective. Il y a longtemps qu'ils souhaitent qu'on s'entende. Et puis, ils veulent des protections, ils veulent que les services publics marchent mieux. Donc, on a des réponses à leur apporter. Et ces réponses, il faut quand même les avoir un peu préemptées. Et donc moi je pense qu'il faudrait quand même aussi un peu réunir ensemble les groupes pressentis pour former cette coalition dans les formes que le Premier ministre souhaite, pour essayer de regarder ce sur quoi on peut construire le discours de politique générale de Michel Barnier. Éric Woerth, député Ensemble pour la République de l'Oise, et tout de suite Sébastien Chenu, député RN. Je crois que le Premier ministre nous montre surtout qu'il est dépassé. Il est dépassé sur la forme, sur l'organisation du gouvernement. À partir du moment où, visiblement, il ne souhaite faire qu'un gouvernement de recyclage d'élus LR, évidemment, confier les clés du pays à des gens qui ont fait 5% aux élections, ça crispe un peu. On a un gouvernement qui n'est pas nommé parce que le Premier ministre et le Président de la République veulent nommer leurs amis politiques. Michel Barnier veut nommer des LR, Emmanuel Macron veut nommer des macronistes. Donc ces gens-là ne s'entendent pas. Mais finalement, pour faire quoi ? Les mêmes politiques. Voilà, Sébastien Chenu, un gouvernement de recyclage. Oui, alors après, il faut savoir si cette Assemblée est gouvernable. C'est un vrai sujet. Il y a 2/3 de l'Assemblée aujourd'hui opposés à Emmanuel Macron. Et il y a aussi la question justement du président de la République. Souvenez-vous, au moment de la nomination de Michel Barnier, le président n'a cessé de dire le Premier ministre va gouverner, je vais présider, je prends un peu de recul, de champ, ce qu'il est certainement incapable de faire, puisqu'il semblerait que le point dur de la tension entre l'Élysée et Matignon se cristallise sur le cas de Gérald Darmanin. Emmanuel Macron voulant le garder coûte que coûte dans le dispositif, Michel Barnier voulant s'en séparer pour des raisons qui politiquement le concernant peuvent s'expliquer. Mais donc ce qui veut dire que Emmanuel Macron n'est pas dans un tel lâcher-prise que ce qu'il avait pu affirmer. C'est une difficulté aussi. Ah mais je pense qu'il est à la manœuvre en effet, et de toute façon il ne supporte absolument pas qu'on puisse prendre des décisions sans l'en avoir préalablement informé, et je pense qu'il est totalement, il a pas du tout c'est pas du tout un président qui a le type de caractère pour laisser faire. Il veut tout diriger. Jupiter est toujours vivant. Oui, mais sauf qu'il est rejeté par l'opinion. Sauf qu'il est rejeté par l'opinion publique. Mais est-ce qu'il est possible aujourd'hui de monter cette fameuse coalition j'en sais rien. Déjà, qui revient là sous la table régulièrement, et on se demande déjà, vous savez, à droite, regardez, c'est quand même très compliqué parce que Monsieur Wauquiez ne voulait pas, souvenez-vous, il y a encore peu de temps, ne voulait pas rentrer au gouvernement pour une raison simple, c'est qu'il pense à 2027, il ne rêve qu'à 2027. Mais je ne sais pas si vous avez vu à droite ce qui se passe, parce qu'ils rêvent tous de 2027. Hein. Ah ouais, Wauquiez, Darmanin, Attal, Édouard Philippe, peut-être Monsieur Barnier s'il fait un parcours honorable. Il va y avoir du monde au portillon, il va y avoir beaucoup de monde. Donc vous voyez, tous ces gens pensent quand même, il faut être très franc, pensent quand même d'abord à leur intérêt, et c'est ce qui est dommageable. Olivier d'Artigol, sur cette incapacité à réunir, parce qu'on a vu il s'écrit quand même beaucoup de portes de refus. Michel Barnier, avec tous ces gens de gauche qui refusent d'entrer au gouvernement. C'est normal, parce qu'il faut avoir du cœur à l'ouvrage pour y aller sans connaître la composition et la politique qui sera menée. Dans une situation justement politique institutionnelle très très instable. Avec une chose, c'est qu'on l'oublie, mais le bloc présidentiel, c'est-à-dire Ensemble pour la République, Horizon et le Modem, plus les 47 de LR, plus les LR qui risquent de se tailler une bonne part du gâteau dans ce nouveau gouvernement. À l'Assemblée nationale, ça fait une petite majorité relative.
il faut aller chercher les voix qui manquent, plus nombreuses encore que sous la dernière législature, avec des textes donc qui peuvent construire des coalitions élargies. C'est pour ça que je pose vraiment la question de savoir si cette Assemblée est gouvernable. Et si cette Assemblée gouvernable n'est pas gouvernable, il ne peut pas y avoir de dissolution d'ici l'été prochain, ce qui renvoie la patate chaude directement à l'Élysée, avec une crise institutionnelle, dont il est à l'origine. Le grand dynamiteur, c'est Emmanuel Macron. Oui. Voilà. Et un Rassemblement national qui demeure tout de même, dans un certain nombre de cas, nous le verrons, l'arbitre des élégances. On surveille. Pour l'instant, ils sont un peu au-dessus de la mêlée, mais nul doute qu'effectivement... ils vont rester au-dessus de la mêlée, c'est la bonne posture pour l'heure. Pour eux d'être mais attendez, ça peut se gâter, ça peut bouger. Et vous savez que dans la composition de son gouvernement, M. Barnier est obligé de soigner sa droite, comme on dit en boxe. Et le point de tension qui a beaucoup fait l'actualité ces derniers temps, on en a parlé, c'est les augmentations d'impôts et on pourrait s'en prendre aux niches fiscales et le fameux crédit à l'emploi des personnes à domicile. Alors est-ce que c'est risqué ou pas ? On va en parler dans quelques instants. Vous écoutez Europe 1, il est 13h43.